Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Bon, il y a une journaliste que j'aime beaucoup. En plus, elle est rédactrice en chef du journal Le Droit. Vous l'avez entendu sur nos ondes. On a fait une revue de l'année ensemble. Elle s'appelle Marie-Claude Lortie et elle vient d'écrire une chronique qui va beaucoup vous faire réagir. Elle se demande, est-ce qu'on a été confinés pour rien pendant la pandémie? Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Marie-Claude, donc, tu signes cette chronique dans le journal Le Droit. Avons-nous été confinés pour rien? Et tu parles d'un livre et tu dis à un moment donné que ce livre-là, c'est une bombe. Explique-nous qui a écrit ce livre et pourquoi c'est une bombe. Le livre a été écrit par 2 chercheurs en sciences politiques de l'université Princeton dans le New Jersey. Donc, c'est une université qui est quand même très réputée où les gens font les choses sérieusement. Et ces 2 chercheurs-là, Francis Lee et Stephen Macedo, ils se sont penchés en fait sur ça a commencé par l'aspect politique de comment on avait géré les politiques entourant la gestion de la pandémie, de la crise de la COVID. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, tous les processus habituels qui ont lieu quand ce genre de problème-là se pose, la consultation de données, le fait qu'on demande à toutes sortes de scientifiques différents de donner leur opinion, on combine les opinions de tout le monde, on essaie de chercher à la fois des consensus, mais aussi des pour et des contre, puis on fait approuver ça par des comités à l'intérieur des gouvernements. Tu sais, tout ce qui se passe normalement, qui est pas dictatorial, mettons, dans nos démocraties, quelque part, ça n'a pas toujours eu lieu pendant la pandémie, ce qui fait qu'il y a des décisions qui ont été prises qui sont pas nécessairement les bonnes. Et puis, à l'époque, il y a eu une espèce il y a comme une sorte de consensus qui s'est créé, qui était beaucoup nourri par l'anxiété que tout le monde avait face à la pandémie. On ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et ce besoin de consensus-là, d'avoir une seule voix unie dans le dossier, ça fait en sorte qu'il y a eu des discussions, des confrontations d'idées qui n'ont pas eu lieu et qui auraient dû avoir lieu. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte en analysant les données de façon avec une tête froide, puis c'est ça que les chercheurs ont fait, qu'il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre que les confinements, notamment, ont été vraiment utiles pour contrôler les taux de mortalité dans les différents pays. Alors, ils ont pris, par exemple, on a beaucoup parlé de la Suède, par exemple, qui avait décidé de ne pas confiner. Quand on dit, oh mon Dieu, c'est épouvantable ce qui arrive en Suède, avec le recul, on se rend compte que il n'y a pas vraiment une différence. La chose qui a fait une différence, c'est les vaccins. Là, les vaccins ont été super utiles. Mais ce qui est intéressant dans ta chronique, puis je suis sûre parce que ta chronique a été publiée il y a quelques jours, le 22, et je suis sûre que tu as eu beaucoup de réactions parce que au moment de la pandémie, on s'en rappelle, quelqu'un qui aurait tenu ces propos-là, qui aurait dit non, le confinement c'est beaucoup trop contraignant, on peut pas aller voir nos grands-parents à l'hôpital, on peut pas se rassembler quand quelqu'un est mort, vous allez rendre nos enfants handicapés socialement et psychologiquement pour le restant de leur jour. Quelqu'un qui tenait ces propos-là en 2020 se serait fait traiter soit de complotiste ou de empêcher la gang d'avancer, tu comprends? Fait que ou d'hurluberlu. Ou d'hurluberlu. Donc, je suis curieuse, quel genre de réaction t'as eu à ta chronique depuis que ça a été publié? J'ai eu droit aux adjectifs complotistes. Là, on me l'a lancé, on me l'a écrit. Mais c'est pas, ça n'a rien de complot. C'est vraiment juste le livre dont je parle, puis la recherche, c'est vraiment un encouragement collectif à poser des questions. Parce qu'après 5 ans de pandémie, on se dit quelles leçons on va tirer, qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois. Mais tu as complètement raison pendant la pandémie, c'était des questions qui se posaient pas. Rappelons-nous quand l'Association des pédiatres est sortie en disant on est en train de faire du mal à nos enfants, les mesures sont trop dures, sont trop contraignantes, puis sont en train de causer plus de tort que de bien.
c'est comme tombé, c'est comme disparu, là. On n'en a pas parlé. On les a pas traités de complotistes et d'hurluberlus, mais on n'a pas pris ça au sérieux tant que ça. Il y a eu peut-être un petit peu de questions, mais pas tant. Alors qu'aujourd'hui, les pédiatres le disent, là, ça a causé des problèmes. C'est la source de problèmes. Il y a même des chercheurs qui se demandent si la polarisation extrême qu'on voit en ce moment dans nos sociétés n'a pas été encouragée par le confinement, parce que justement, on encourageait les gens à rester chez eux tout seuls, puis à ruminer leurs trucs, puis à pas sortir, puis ça, on veut pas, ça a vraiment diminué toutes les occasions d'échanger avec les autres. Le fameux vivre ensemble, Marie-Claude, le fameux vivre ensemble. Alors, je reviens à ta chronique parce que vraiment, j'encourage tout le monde à aller la lire parce que, bon, tu nous dis que ce livre est une bombe. Moi, je suis surprise et je te félicite parce que tu es la seule, en tout cas que je sache, qui en a parlé. Et les questions soulevées dans ce livre sont extrêmement importantes. À un moment donné, tu cites les auteurs qui disent, ce qu'on pourrait considérer comme les principaux pôle de recherche de la vérité dans une démocratie libérale, c'est-à-dire le journalisme, les sciences et les universités, n'ont pas su encourager des points de vue alternatifs. Il faut qu'on réfléchisse collectivement à cette question-là, parce qu'en effet, on a été trop ou très consensuel pendant la pandémie. Absolument. Puis aujourd'hui, c'est difficile de se l'admettre. Comme il y a des gens, moi, je travaille à Ottawa, donc au droit, et qui a été prise, il y a eu les fameuses manifestations de camionneurs. Ben là, ça serait de dire aujourd'hui, quelque part, peut-être que les camionneurs n'avaient pas complètement tort, mais cette question-là à Ottawa est explosive. Je dirais pas la hurler devant le Parlement, par exemple, parce que c'est une admission d'erreur qui est vraiment difficile, mais je pense que les journalistes, c'est notre métier de poser des questions, puis de poser des questions difficiles, puis il faut avoir le courage de dire, peut-être que on a été les premiers à pas être assez critiques vis-à-vis de tout ça, puis à accepter des messages qu'on n'aurait peut-être pas dû accepter, ou on aurait dû poser plus de questions, puis parce que le résultat en plus, c'est que nous-mêmes, on a perdu de la crédibilité après. On le sait, là. Les gens commencent. Puis la crise des camions à Ottawa, c'est un excellent exemple. Les gens qui étaient pour les camionneurs, ils rejetaient tellement les médias, c'était épouvantable, ils nous écoutaient même pas. Oui, ils ont été violents même. Mon collègue Yves Poirier, il y a plein de mes collègues, nos collègues, Marie-Claude, qui ont été agressés. Donc, c'est pas non plus une solution de s'en prendre physiquement. Mais c'est sûr que tu dis le rôle des journalistes, c'est de poser des questions, c'est aussi de se remettre en question. Et c'est ce qu'on fait en ce moment. Je veux juste me tourner vers ma collègue Cybèle Olivier, qui va nous dire comment réagissent les auditeurs, les auditrices de Cube. Tout d'abord, c'est Pierre de Saint-Lazare qui nous dit qu'il est content de cette chronique-là parce que lui rappelle que sa sœur est décédée pendant la COVID, seule à l'hôpital, sans contact, sans droit de visite, en disant ça n'a aucun sens, j'ai encore la chair de poule. Est-ce que quand on parle du confinement qui n'était pas nécessaire, on revient aussi à ça, aux hôpitaux, aux droits de visite? Est-ce que vous en avez entendu parler dans vos recherches puis dans le livre? Est-ce que le livre parle du confinement de façon générale? Donc, c'est toutes ces interdictions-là. Là, c'était les interdictions de visite, les fermetures d'écoles, effectivement, les aînés qui ont été laissés tout seuls puis qui sont morts dans la solitude. Moi, ça me donne la chair de poule juste de penser, là. Puis les enfants qui étaient chez eux devant leurs ordinateurs, alors que on le sait, là, ce que veulent les enfants, c'est être avec leurs copains, puis rigoler, puis s'amuser, puis on les obligeait à être seuls, là, puis c'était vraiment, il y avait quelque chose de vraiment tragique là-dedans. Tout à fait. Puis Marie-Claude, juste une chose avant qu'on retourne voir ce que disent les auditeurs, parce que tu utilises deux mots dans ta chronique qui reviennent à plusieurs reprises, et je pense que c'est les mots les plus importants devant lesquels on doit mettre un point d'interrogation, c'est pour rien. Est-ce qu'on a fait tout ça pour rien? C'est une question qui fait mal, mais je pense qu'il faut se la poser, cette question-là, quand on parle du confinement. Cybèle, il y a d'autres auditeurs? François qui nous dit, est-ce que c'est pas un peu facile de conclure ça après 5 ans, maintenant qu'on a un recul, maintenant qu'on se dit, finalement, on n'aurait pas dû faire ça comme ça? Il dit, je me souviens que le sentiment d'urgence ne favorisait pas la palabre et la réflexion poussée. Est-ce qu'on faut pas réfléchir à ça aussi dans l'état d'urgence? Est-ce que c'est vrai, Marie, nécessaire de se poser? Parce que tu nous décrivais au début le processus normal en démocratie, mais on n'avait pas le temps. Là, il y avait des gens qui mouraient à pleine poche, là. Oui, mais ce qui est intéressant du livre des chercheurs, c'est que eux
sont retournés au plan que l'Organisation mondiale de la santé avait préparé. Parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain, là, la pandémie. On a vu l'arrivée du virus lui-même, puis les chercheurs en santé publique savaient qu'il y avait des mutations possibles de ces virus-là depuis longtemps. Donc, ça fait longtemps là, que les autorités en santé publique réfléchissent aux façons de gérer ce genre de trucs-là. Et ils avaient un plan qui était préparé, et ce plan-là n'était pas pour les confinements et pour les fermetures d'écoles et de frontières et tout ça, parce qu'il n'y avait pas de données scientifiques qui démontraient que ça fonctionnait vraiment. Voilà. Et ce que le livre dit, c'est que l'Organisation mondiale de la santé a changé ses idées après avoir envoyé une équipe de chercheurs en Chine pour voir comment les Chinois géraient ça dans le Wuhan, et où ils avaient adopté une politique de confinement, de blocage. Et à certains endroits, ils vissaient les portes, là, puis on s'en rappelle. Les portes pour empêcher les gens de sortir. Et c'est ça qui a fait basculer l'Organisation mondiale de la santé et toutes les politiques occidentales vers une attitude pro-confinement. Donc, ce que les chercheurs de Princeton demandent, c'est pourquoi est-ce que 6 jours en Chine, c'est devenu plus important dans la balance scientifique que des analyses de données qui avaient duré pendant des années pour préparer la réponse à la pandémie. Excellente question. C'est une excellente question. En effet, ils ont été là seulement pendant une semaine, les gens de l'OMS. Écoute, excellente chronique, Marie-Claude. J'encourage tout le monde, encore une fois, à la lire. Et je pense que ce dialogue-là, il est extrêmement important parce que tu le dis et les auteurs aussi le disent. On a besoin d'un débat public plus large sur la manière dont les politiques de lutte contre la pandémie ont été élaborées. Et ça soulève tout plein de questions. Il faut qu'on puisse se parler parce qu'il y a énormément de polarisation qui a eu lieu pendant la pandémie. C'est le temps de se parler et de se poser tout plein de questions, et c'est ce que tu fais dans ta chronique. Merci beaucoup, Marie-Claude Lortie. Je rappelle que tu es chroniqueuse. Merci, Sophie. Chroniqueuse et en plus rédactrice en chef. Il n'y en a pas tant que ça, des femmes rédactrices en chef dans notre milieu médiatique. Ça vaut la peine de le souligner. Tu es rédactrice en chef du journal Le Droit à Ottawa. Merci, Marie-Claude. Bonne fin de journée.